Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets à lancer leur activité. Je suis révélatrice d'entrepreneurs et inspiratrice de confiance. Et aujourd'hui, je reçois une nana. Tu vas me dire, oh, peut-être encore. Et oui, je reçois encore une nana parce qu'elle m'inspire à fond pour l'énergie qu'elle dégage. Son humour, j'ai adoré. En fait, juste, j'ai adoré. Je l'ai rencontrée il y a que quelques jours et je me suis dit, oh, mais j'adore cette fille. J'ai envie de vous faire partager. J'ai envie qu'elle partage son parcours, mais aussi comment elle met des paillettes dans la vie des gens, parce que maintenant, c'est ce qu'elle fait. Elle met des paillettes dans la vie des gens et puis elle crée des moments waouh pour ses clients. Donc ça, c'est ce qui est génial dans la relation à la clientèle qu'on oublie tellement. Et alors, si tu es un porteur de projet, mais même si tu es déjà lancé dans ton business, si tu es en couple et tu te dis, je commence un petit peu la routine, en fait, elle est une anti-routine par excellence. Elle est le remède à la routine. Cet effet juste waouh, ces moments d'exception, ces moments forts, c'est avec elle qu'on va les créer. Et du coup, elle va nous donner des tips, des conseils durant cette émission. J'ai la chance du coup de recevoir aujourd'hui avec moi Hélène Tassas. Bonjour Hélène. Hello France, comment vas-tu? Bien et toi? Je suis Très bien, super contente de t'avoir aujourd'hui avec moi moi pour aussi. pouvoir pour que tu partages ton parcours, ton expérience de vie et que tu nous expliques le côté waouh aussi parce que ça c'est le truc que j'ai surkiffé en te rencontrant. Merci à toi pour cette invitation, je suis ravie d'être ici. Alors avant d'aller plus loin, je t'ai pêché une carte. J'aimerais bien que tu puisses te présenter. Je ne sais pas si tu la vois parce que je vois qu'elle est un peu floue. J'aimerais bien que tu puisses te présenter au travers de ce que tu perçois, de ce que tu vois. Donc, est-ce que tu sais me dire J'ai l'impression qu'il y a une espèce de pile de livres Oui. avec un papillon. Mhm. Je crois que c'est ça. Dis-moi si je suis complètement à côté de la plaque. Bah, dis-moi ce que tu vois, du coup, au travers de tes yeux à toi, et puis en quoi ça peut te parler, ça peut te ressembler, ça peut... Alors c'est assez drôle. De fait, ça me parle pas mal. J'ai ma maman qui me dit toujours que j'ai ouvert mes ailes, que la chenille est devenue papillon entre le collège et le lycée. Jusqu'au collège, je pense que j'étais très très introvertie jusqu'à mes 15 ans. Et à partir du lycée, ma sœur en fait a commencé ses études. Du coup, elle est partie de la maison. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai pu prendre ma place et entre guillemets a commencé à m'imposer beaucoup plus, à m'affirmer beaucoup plus en tant que jeune femme à l'époque. Donc c'est très drôle qu'il y ait cet animal-là. Et la pile de livres, je pense que ça me correspond bien aussi parce que moi je suis un peu workaholic et j'ai très vite compris que bah, en gros si je voulais faire mieux que les autres, il fallait que je travaille 2 fois plus que les autres. Donc j'en ai bouffé un paquet de bouquins. Surtout que je faisais que des filières où on m'attendait pas du tout, où normalement c'était pas normal. Tu vois, moi j'ai fait art plastique, littérature au lycée en France et je voulais faire une école de commerce après. Et tout le monde me disait tu peux pas faire du commerce après avoir fait de l'art, tu vois, genre t'as rien à faire là. Et j'allais à la fin des cours demander au prof, est-ce que vous pouvez ralentir parce que moi, j'ai pas le cursus des autres. Et il me dit, non, mais c'est vous l'intrus, mademoiselle, donc c'est à vous de travailler et de rattraper votre retard. Donc, j'ai très vite compris que je devais juste bouffer des livres beaucoup plus que les autres pour justement rattraper ce retard. Donc, ouais, je trouve ça assez drôle. C'est très, 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 très vrai et ça me correspond très bien. Ah bah génial, je suis super contente. Et en plus, ça me permet de découvrir une partie de toi que je connaissais pas du tout. Alors, pour commencer, je voudrais que tu nous partages un petit peu du coup ton parcours, parce qu'en l'occurrence, il est atypique depuis longtemps. Toi, tu es en mode choisis un truc, puis je bifurque à autre chose, et puis oh, bah, ça me plaît plus, je fais autre chose. Donc raconte-moi un peu, tu commences par où tu veux, et dis-moi un peu ce qui est là pour toi dans ce parcours que tu as, dans le parcours d'Hélène. Très bien. Bah, écoute, on va rebondir sur la carte. Donc, comme je vous le disais, donc moi, j'étais toujours passionnée de dessin. J'avais fait 5 ans d'aquarelle quand j'étais petite. J'adorais tout ce qui touchait aux travaux pratiques. C'était un peu mon univers en mode petit enfant hypersensible qui a pas trop de potes. Tu te réfugies vraiment dans les arts plastiques où tu peux t'exprimer. Donc, pour moi, c'était juste essentiel à ma vie. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait ça au lycée, j'étais trop contente. Je te coupe parce que c'est comique de se dire que, enfin, je te connais pas depuis longtemps, je te connais que depuis samedi, on est jeudi, mais j'ai surkiffé ton énergie, ton côté. T'as énormément d'humour, t'es ultra spontané. Et quand tu dis, ah ben avant, quand j'étais petite, j'avais pas trop d'amis, What? on parle de la même? En fait, tu vois ça, tu prends l'inverse et t'as moi quand j'étais petite.
faut se projeter. Hein. J'avoue, c'est un vrai Ouais. travail d'imagination, mais c'était vraiment le cas. Pour te dire, on me perdait même dans les centres commerciaux, tu sais, dans les tourniquets de vêtements qui sont au ras du sol, je me cachais là-dedans, tu vois, pour te montrer le niveau d'antériorité et de timidité. Je n'osais jamais parler à personne, enfin, j'étais l'ombre de moi-même, quoi, clairement. J'avais une sœur qui était hyper young, qui s'affirmait énormément, et du coup, moi, j'étais vraiment dans ses jupons, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu qu'elle parte de la maison pour que je puisse justement prendre cette place. Et donc, du coup, ouais, je vois qu'il y a des arts plastiques au lycée, je vois que je peux en faire 12 heures par semaine. Pour moi, c'est la Coupe du Monde. Donc, forcément que je prends cette formation. J'ai un papa qui est ingénieur, qui a juste envie de se suicider quand je lui dis que je vais choisir cette option, tu vois, je pense. Il me dit, OK, en fait, tu as vraiment juste... Oula, Il y a de la c'est normal. lumière qui débarque là. Il y a de la lumière qui débarque. Je sais pas qui c'est qui débarque dans la... Et C'est elle étrange. insiste, hein, la lumière. Peu importe où tu vas, elle te suit. Trop bizarre. J'ai À jamais eu fond. ça. Écoute, est-ce que j'ai fait une connexion avec mon grand-père récemment? Est-ce que c'est lui qui arrive? Je ne sais pas. Je sais pas, mais il a vraiment envie de rester, hein, parce que je crois que tu peux carrément te mettre face à la fenêtre plutôt que dos. Ouf. Je suis désolée. Tu vas devoir couper ce petit passage. Non, je vais le laisser parce que ça fait partie du truc. Tu crois? Mais carrément, attends, ça c'est jamais arrivé, même dans mes interviews. Mais Tu sais pas quoi faire. Attends, je vais essayer de nettoyer ma caméra. Hop, on va voir si ça allez, mais marche. alors, ce qui est merveilleux, c'est que dans le deal que j'ai avec tout le monde, mais surtout avec moi-même, c'est que je ne coupe rien dans les Non. interviews, les les blancs, les silences et ainsi de suite, parce que je veux garder cette spontanéité de ce qui est. Ok, Et là, genre, un moment super magique, hein. Genre, chacun interprète comme il veut ce qui vient de se passer. très bizarre. Écoute, voilà, on est bon. Ok. Du coup, je sais plus ce que je disais. Tu étais en train de Euh, partager que ton papa était prêt à se suicider quand tu as... Donc, oui, c'était peut-être oui, ton parce que du grand-père qui coup, venait dire... c'est clair, il y a moyen. Coco. Du coup, surtout que ma grande sœur avait fait école d'ingé, donc elle avait suivi la voie qu'il fallait. Mais surtout, elle m'avait dit un truc quand j'étais petite, c'était en fait, elle voulait sauver Willy, tu vois, elle était dans l'écologie marine, elle voulait absolument s'occuper des fonds marins, etc. Et en fait, un jour, elle décroche un VIE pour un des plus gros pétroliers au monde. Et elle arrive dans la chambre et elle est trop contente. Et elle me dit, waouh, Hélène, c'est génial, j'ai décroché ce super contrat pour un gros pétrolier et tout. Et moi, je suis petite, tu vois, mais je comprends qu'il y a un truc qui bug dans l'histoire. Je lui dis, mais toi, tu veux, genre, tu fais que de la plongée sous-marine, tu passes ton temps avec les dauphins. Je comprends pas le délire, tu vois. Et en fait, là, elle me dit cette phrase, elle me dit, non, mais en fait, Hélène, tu fais tes études avec un rêve en tête, et un jour, il faut bosser et tu prends ce que tu trouves. Et je me dis, ok, ça, c'est le conseil que je vais genre jamais suivre. Là, Et il y de avait un ce truc trop jour-là, dissonant. ça allait pas, tu vois. Et de ce jour-là, je me dis, ok, en fait, je vais juste faire ce que je veux. C'est pour ça que ma chaîne YouTube s'appelle La Brigade du Kiff, parce que ça a conditionné toute ma vie et j'ai toujours utilisé l'enthousiasme comme valeur numéro un dans les choix que j'ai pu faire. En me disant à chaque fois, est-ce que ça te fait kiffer? Ouais. Est-ce que ça va être galère potentiellement? Mais est-ce que t'es sûr, en tout cas, c'est que ça va te faire kiffer. Donc, vas-y, tu vois, travaille 2 fois plus que les autres, mais vas-y. Et donc, c'est comme ça que je rentre en art plastique. Après, mes profs me disent, écoute, t'as pas trop de talent, mais t'as de l'imagination, t'as de la créativité. Clairement, je dessinais pas une BD en 30 minutes. Moi, j'étais pas comme mes petits potes, tu vois, qui faisaient des trucs de dingue. Mais ils m'ont dit, t'as de l'imagination, tu vois, t'as de la créativité, donc juste bosse avec des gens qui vont faire mieux que toi tes idées. Et je dis, bah ok, mais c'est quoi ce truc? Et ils m'ont dit, bah, ça s'appelle le marketing. J'ai jamais entendu parler. Donc il me dit, bah intéresse-toi, tu vas voir, il y a des trucs rigolos à faire là-bas. Je me dis, bon, bah, ok. Et du coup, donc là, je commence à regarder un petit peu en école de commerce, tout ça. On me dit, bah non, mademoiselle, vous avez fait art plastique, c'est pas possible. C'est pour les gens qui ont fait sciences économiques et sociales ou scientifiques, tu vois, comme diplôme, comme bac. Et du coup, je force un peu le truc. Et puis finalement, je rentre dans le meilleur IUT de France là-dessus. Alors, on est 2 sur 120. Et la deuxième, elle retape son année, tu vois. Donc, t'imagines un peu l'ambiance quand j'arrive. Mais finalement, je serre les fesses, je travaille 2 fois plus, je vois que ça marche. J'arrive à avoir mes premiers stages dans le luxe. Bref, je suis avec des gens créatifs, des gens qui ont beaucoup plus de talent que moi d'un point de vue graphique, etc. Et je me sens bien dans cet univers. Donc voilà, je poursuis.
Je fais mes 5 ans d'école de commerce au final, donc j'arrive finalement à faire du commerce. Donc je me dis, ok, bah, vous voyez, vous avez essayé de me décourager, mais ça n'a pas marché. Donc tu deviens addict à ce truc-là. En fait, plus on te dit tu vas pas y arriver, plus tu te dis, bah tu sais quoi, je vais te prouver encore plus que je peux y arriver. Donc c'est vraiment, puis vu que tu vois que ça marche, forcément en tant qu'être humain, bah, tu dupliques un truc qui fonctionne. Donc à chaque fois, bah, tu bosses, tu bosses, tu bosses, mais tu sais que tu auras les résultats à la clé. Et puis j'arrive à ce moment-là, donc à la fin de mon cursus, il faut que je trouve un job. Tout le monde me dit, mais le marketing c'est bouché, toutes les filles elles veulent travailler dans le luxe à Paris, tu vois, c'est un peu le truc, le rêve. Du coup, à ce moment-là, je me dis, OK, si je veux arriver tu vois, devancer toute la concurrence, ben, en fait, j'ai pas le choix. Il faut que j'arrive à avoir des outils que les autres n'ont pas. Et du coup, c'est là où je commence à m'intéresser aux neurosciences, à la PNL, à comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la communication de manière générale. Et je passe plus de 150 entretiens pour du beurre, juste pour crash tester tout ce que je lis dans des bouquins. C'est pour ça que les bouquins, c'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois. Donc, je lis tous ces trucs-là de Simon Sinek, voilà, bref, tous les cadors déjà d'il y a 10 ans. Et je m'imbibe de tout ça et je vais en entretien, j'en ai rien à faire, mais juste je vais crash tester en fait tout ce que je lis et je me dis tiens, est-ce que ça marche? Est-ce que si je synchronise la vitesse de ma voix sur la sienne, il me kiffe plus? Est-ce que si je synchronise mes mouvements avec lui, il me kiffe plus? Bref, je teste tous ces trucs-là. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que vu que toi, t'es pas là pour te faire engager, t'es juste là pour tester un truc, t'es pas du tout connecté à l'ego qui a envie de la réussite ou de montrer quelque chose, t'as juste envie d'expérimenter. Exactement. Moi, je suis juste dans l'expérimentation. Il y a quand même quelques trucs que j'ai envie plus d'avoir que d'autres, tu vois. Mais je me dis, c'est comme les JO. Tu peux pas espérer avoir la médaille d'or si tu t'es entraîné 2 fois avant, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, au moins le jour où il y a le putain d'entretien de ta life qui arrive, t'es prête, tu vois. Genre, t'es surprête, t'as toutes les techniques, tout va bien se passer. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et à ce moment-là, je commence à donner ces petits conseils à mes cousins, cousines qui rentrent aussi en école de commerce, qui sont plus jeunes. Et en fait, ils me disent, waouh, c'est génial, j'ai eu mon stage grâce à toi et tout. Et moi, je suis là, bah, je sais, les gars, j'ai un peu essuyé les plâtres pour vous, quoi. Donc maintenant, bah, profitez de la liste et puis de la liste de conseils. Et puis voilà, faites-vous kiffer, quoi. Et c'est eux, en fait, qui me disent, non, mais tu te rends pas compte, tu as un boulevard, il y a des milliers de gens qui auraient envie d'avoir ces mêmes conseils. Et moi, je suis là, genre, ah bon, mais qui? Ils m'ont dit, mais non, mais des milliers de gens. Je suis là, alors, ah bon, bah, ok, première nouvelle. Moi, je débarque complet, tu vois, dans le game. Et donc, ils me disent, bah, déjà, juste les étudiants des écoles où tu as été élève, tu vois, reviens en tant qu'alumni et puis vois si ça peut les intéresser. Et donc là, j'envoie un message à un ancien prof d'anglais. D'ailleurs, petit big up à Yannick Alain et tout le topic de la gentillesse. Ce prof, il m'a jamais oublié. Pourquoi? Parce que je suis allée le voir une fois à la fin du cours, le dernier cours de la dernière année, et je lui ai dit, écoutez, merci, vous êtes le seul prof avec qui j'ai kiffé faire de l'anglais. Et en fait, il a jamais oublié ce compliment que je lui ai fait à la fin qui était un feedback authentique, tu vois, vraiment naturel, sans aucune arrière-pensée. Et en fait, il m'a dit, je vous ai jamais oublié à cause de ça, à cause de ce compliment, parce qu'en fait, il y a personne qui fait du feedback sinon en tant qu'étudiant. Il n'y a aucun étudiant qui va faire des profs à la fin de l'année, tu vois, on ne s'en bat les couilles, on part en vacances, fin de l'histoire. Et il m'a dit, vous êtes venu, vous avez fait l'effort de venir me voir à la fin du cours, donc je vous ai jamais oublié. Et moi, je l'avais jamais oublié parce qu'il s'appelait Kevin Diamond. Ça, c'est un nom qu'on n'oublie pas. Tu vois, le mec s'appelle Kevin Diamond, prof d'anglais, tu n'oublies pas. Big up Kevin Diamond, s'il passe par là. Ah, il aurait pu être acteur, il C'est avait déjà clair, le nom, quoi. c'est clair, c'était magnifique comme nom, tu vois. Donc, néo-zélandais, enfin bref. Et du coup, il me laisse ma chance. Il me dit, écoute, je te donne une classe de bachelor. Ça passe ou ça casse. Soit il te balance des boulettes de papier et tu reviendras jamais. Soit il t'applaudit et potentiellement on te rappellera. Et donc, je dis, OK, je prends le pari. À ce moment-là, du coup, je prépare le cours. J'ai 1 mois et demi pour le préparer en anglais, etc. Bref. Et je fais le cours devant les étudiants, ils sont hyper contents. J'ai 27 ans, en plus, il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge entre nous, donc il y a une vraie cohésion qui se crée. Et puis, ils voient surtout que c'est des conseils pratiques que je leur donne, je vais y arriver, contrairement à tous les enseignants chercheurs où tu sais, tu as l'impression qu'ils te donnent des conseils, mais eux-mêmes, ils n'ont pas passé d'entretien depuis 15 ans, en fait, tu vois le truc. Donc, c'est pas très crédible. Et moi, ils sentaient vraiment que je sortais de mon truc et que j'étais à fond et que je savais ce qui marchait pas. Donc, ils kiffent. Et Kevin Diamond, du coup, me dit, bah, tu reviendras à la rentrée, mais ils seront 120. Et là, je me chie dessus. Je me dis, waouh, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je prends 2, 3 cours de prise de parole en public. Et surtout, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en fait, je commence à avoir des potes qui me disent, est-ce qu'on peut venir dans tes amphis? Et je suis là, genre, bah, les gars, c'est pas un moulin, en fait, tu peux pas venir comme ça. Les gens, ils ont payé des droits d'inscription, tu peux pas rentrer dans une école comme ça. Et ils m'ont dit, ok, bah, tu te démerdes, mais tu crées ta boîte. Et donc, du coup, je commence à me dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, à cette époque-là, j'avais bossé depuis 7 ans dans le luxe. Ah oui, parce que c'était quand même ta question à la base. C'est Donc, parce que du coup, t'avais quand même percé dans le luxe. j'avais quand même percé dans le luxe. J'avais commencé en parfumerie. Je bossais pour Nina Ricci Parfum. Après, j'avais enchaîné dans le thé. Donc, j'étais rentrée dans l'épicerie fine, tout ce qui est delicatessen. Et donc, j'ai lancé dans les grands crus dans le thé. Et ensuite, j'ai fini en cosmétique. Donc, j'ai développé des packaging cosmétiques pour toutes les marques de cosmétiques dans le monde, en gros. Ce qui est le dream job sur le papier, ce qui était l'enfer en réalité. Euh,
Donc, ça me faisait pas trop chier de me dire que j'allais quitter ce job, en fait, à la fin, parce que je me rendais bien compte que ça Elle allait te faisait plus. même plutôt rêver de quitter ce job. Plutôt, plutôt. Et le wake-up call que j'ai eu à ce moment-là, en fait, bah, justement, c'est le décès de mon grand-père. 4 jours après mon anniversaire de mes 28 ans, j'ai un coup de fil d'Athènes qui arrive. Donc, moi, je suis franco-grecque. Et j'ai mon papa qui me dit bah, prends le premier vol pour Athènes parce que ton grand-père vient de partir. Et tu es la seule de la famille à pouvoir prendre l'avion. Ma soeur est enceinte, ma cousine est enceinte. Bref, je suis la seule à pouvoir représenter les petites filles de la famille. Donc, un peu grosse pression. Et du coup, j'arrive à Athènes et c'est des funérailles assez énormes parce qu'il a eu un grand rôle dans la guerre, dans les Marines là-bas. Et en fait, je m'y attends pas du tout. Tu vois, moi, je débarque complet et tout. Et je me dis, wow, c'est quoi ce truc? Et au final, je me dis, mais en fait, lui, il a fait des trucs de ouf pour son pays et toi, tu es en train de développer des lip gloss. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah, pas très bien. Et donc, c'est vraiment le big wake-up call. Je fais un bilan de ma vie en 2 secondes 5. C'est la première fois que je suis confrontée à la mort. Et juste de le voir dans son cercueil et de me dire, OK, en fait, toi aussi, un jour, tu vas être dans ce cercueil-là. Tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Personne ne peut te donner de date. Donc, juste fais en sorte que bah, les jours qui te séparent de ce moment-là soient les meilleurs possibles. Donc, est-ce que tu kiffes ta relation? Et à l'époque, ça faisait 5 ans que j'étais avec une personne, on était devenus clairement des roommates, tu vois, genre on était vraiment partagé un appart, mais on se voyait plus. Est-ce que tu kiffes ton job? Bah, franchement, il n'a pas trop de sens. Tu pollues l'environnement avec des produits dont on se bat les couilles. Et le troisième truc, c'est est-ce que tu kiffes ton lifestyle à Paris? Et franchement, j'avais fait un peu le tour. Moi, je rêvais de vivre à côté de la mer et de pouvoir vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus proche de la nature à ce niveau-là. Et du coup, je me dis, OK, bah, on va tout mettre à la poubelle et puis on va tout recommencer en fait. Et donc, ce process, bon, là, je te le mets en très short, mais il a pris 9 mois finalement à tout mettre en place. Oui, parce que je me doute bien que c'est pas parce que tu as l'électrochoc que dans Ouais. la seconde, tu balances tout direct parce que c'est tout un chemin. Bien sûr, bien sûr. À l'époque, la boîte n'existait même pas. Tu vois, c'était en février 2018. La boîte, je l'ai créée en janvier 2019 officiellement. J'ai déposé les statuts à ce moment-là, donc ça a pris vraiment du temps. Il fallait aussi que je vérifie que bah, le projet était viable. Enfin, j'allais pas me lancer en plus en mode kamikaze. Je voulais vraiment garder mon activité salariée et lancer le business en parallèle. Donc, je faisais les coachings de 18h à 22h, plus le samedi. Donc, ça faisait quand même des grosses journées. Ça faisait du 9h 22h en gros, pendant 9 mois. Mais je voulais m'assurer que ça tenait la route, que ça fonctionnait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au bout de 2 mois, je gagnais autant en tant que salarié qu'en tant que chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, OK, il y a une vraie demande. À l'époque, je faisais du coaching en reconversion professionnelle et j'aidais les trentenaires clairement à trouver le job de leur rêve. Donc tout le cheminement que moi-même j'avais fait en termes de dev perso, le croiser en plus avec toutes les techniques d'entretien, finalement, ça faisait. En fait, je me suis rendu compte que j'avais créé ma propre méthode 360 pour qu'en 6 mois, tu saches ce que tu as envie de faire dans ta life. Et qu'en plus, tu arrives à décrocher ce job avec les techniques que j'avais trouvées. Donc, clairement, le truc était carré, tu vois, et les gens, bah, il y avait une vraie demande à fortiori à Paris, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur job. Donc, ça correspondait avec un bon timing en termes de marché, un bon timing pour moi dans ma vie. Et donc, au final, bah, voilà, ça a pris 9 mois, mais ça s'est lancé. Et puis, donc, tu lances ta boîte, tu quittes ton job, tu quittes ton job, ton compagnon. C'est pas encore à ce moment-là que tu décides de quitter carrément la France, enfin, de quitter Paris, ou c'est déjà à ce moment-là que tu te dis, allez hop, je pars en nomade. Ouais, non, c'est pas encore à ce moment-là parce que je me mets rapidement avec une autre personne pendant un an et il va falloir que cette personne me quitte pour que je me dise, mais qu'est-ce que je fous à Paris? Parce que lui était pas nomade. Donc, en fait, clairement, je restais à Paris pour lui. Sauf que moi, en fait, bah, enfin, je faisais déjà la moitié de mes coachings online avec des clientes qui n'étaient pas forcément à Paris et la moitié sur Paris dans des bars d'hôtel, tu vois, en coaching. Et en fait, dès que le Covid est arrivé, bah, forcément, j'ai basculé tout le coaching online. Et en fait, on s'est séparés après le premier confinement. Donc, je me suis dit, OK, en fait, maintenant, tous mes coachings sont online. Nous, on n'est plus ensemble. Enfin, qu'est-ce que je fous encore ici, tu vois? Et donc, j'ai commencé comme ça à voyager. Ça a commencé avec 10 jours en Corse. Je suis rentrée. Je me suis dit, en fait, c'était trop court. Après, j'ai fait 10 jours en Grèce. Je me suis dit, c'était trop court. Après, j'ai fait un mois en Crète. Je me suis dit, c'est trop court. Bref, je me suis jamais arrêtée, en fait. Et depuis, tu pars d'un endroit à l'autre, mais tu reviens plus. C'est ça. Peut-être tu Enfin, je auras reviens quand besoin de... même. Oui, peut-être que tu auras besoin un jour d'avoir un port d'attache, mais pour le moment, tu sens que tu as besoin d'expérimenter la limite du côté nomade aussi. C'est ça. En fait, là, ça fait 2 ans maintenant exactement. J'avais commencé en juillet 2020 et je sens que j'aimerais trouver un endroit où j'aimerais me poser plus longtemps, qui aurait mes critères, entre guillemets, pour être épanouie. Je ne l'ai pas encore trouvé. Tu vois, j'avais testé l'Andalousie cette année. Je pensais y trouver un truc cool. J'ai été assez déçue du type de personnes que j'ai pu rencontrer sur place.
Donc, je me suis dit, bah non, en fait, je me sens pas bien, tu vois, à Malaga. Donc, je teste différents trucs et puis on verra bien si à un moment donné, je dois me poser quelque part. Et ça, c'est intéressant parce que tu partages la notion du fantasme et de la réalité. C'est Bien je sûr. fantasme que bah, l'Andalousie, ce soit l'endroit où je vais. Oh, je fais l'expérience. Ah, finalement, c'est pas tout à fait ça. Et tu as la souplesse d'ajuster. Ouais, ouais, complètement. C'est hyper important de, comment dire, d'être au clair sur déjà les filtres qu'on a pour choisir une Mhm. destination. De deux, digital nomade, c'est un vrai style de vie, c'est-à-dire que tu passes ton temps aussi à dire bonjour et au revoir à plein de gens. Donc c'est très dur émotionnellement en tant qu'hypersensible. Tu vois, tu as l'impression que, tu vois, le départ de la colo quand tu étais petit, bah là, c'est tout le temps en fait. Tu vois, genre, donc faut être prêt à l'assumer. Après, c'est hyper cool parce que tu as des potes partout dans le monde. Donc ça, c'est génial. Il y a des fois où tu vas juste un week-end quelque part et tu as un pote que tu as rencontré aux Canaries qui finalement est à Dubaï en même temps que toi. Enfin, tu vois, des fois, il y a des délires où les réseaux sociaux, c'est génial pour ça. Tu vois une story d'une personne, tu te dis, putain, mec, on est dans la même ville, c'est ouf. Vas-y, viens, on va se faire un resto. Et ça commence comme ça. Donc ça, tu as l'impression vraiment que le monde est ton village. Ça, c'est clair. Je trouve que c'est une expérience qui te donne énormément confiance en toi en tant que femme parce que tu passes ton temps juste à sortir de ta zone de confort. Clairement, à chaque fois que tu vas quelque part, bah, tu dois trouver un nouvel endroit pour faire tes courses, pour faire ton sport, pour rencontrer des gens. Enfin, tu vois, c'est juste recréer des nouvelles habitudes à chaque fois dans des nouveaux spots avec d'autres cultures et ça te prend énormément sur toi. Après, tu as plein d'endroits. Enfin, moi, je sais que j'ai vécu en tout 10 mois aux Canaries en 2 ans, ce qui est beaucoup parce que j'adore vivre l'été au soleil, l'hiver au soleil. Mais il faut savoir que les Canaries, bah, il y a des fois où tu n'as pas d'eau dans ta douche, tu vois. Et puis, c'est le truc à la con, mais des fois, tu n'as pas de wifi. Donc, quand tu es digital nomade, bah, c'est un problème, tu vois. Il y a des fois où, je sais pas, les Airbnb, en plus, c'est des sites privilégiés pour les cambrioleurs. Donc, il y a eu quand même 2, 3 tentatives de cambriolage aussi, parce qu'ils savent que bah, on a des Macs, des iPhones, des trucs comme ça. Donc, enfin, voilà, c'est pas tout rose. Il y a plein de trucs à prendre en compte et ça fait partie du game. Mais après, je pense que si c'est une expérience qui te tente, faut la vivre. Oui, et puis émotionnellement, quand tu démarres, parce que ici, ça fait plus de 2 ans que tu es digital nomade, donc du coup, comme tu dis, oui, tu vois sur une story que tu as quelqu'un que tu connais qui est dans la même ville, mais au départ, quand tu démarres, je pose mes valises et je suis toute seule. Ouais, Donc c'est comment ouais, ouais. apprivoiser le vide, la solitude, l'espace, le temps. C'est ça, moi je suis une ermite sociale. Donc il y a des moments où j'aime bien être avec des gens. Tu vois, bah, typiquement, bah, nous on s'est rencontrés sur un séminaire, tu vois. Bah, 3 jours où j'ai plein de gens, j'ai besoin après d'avoir au moins 48 heures où c'est genre laissez-moi tranquille, tu vois. Genre, me parlez pas, je vais faire mes séances toute seule en mode autiste et tout. Je fais mon petit sport, je fais mes petits trucs, voilà. Mais parce que j'ai besoin de cet équilibre. Donc moi ça me va bien en fait. Quand je décide d'aller en soirée, bah, du coup je vais en soirée. Mais par contre, tu vois, les trucs de co-living qui sont aussi très très tendance en ce moment où on se mélange entre entrepreneurs, pour moi, c'est l'enfer sur Terre. J'ai pas du tout envie de vivre avec des gens que je ne connais pas. Je me mets en de sympathiser et de sociabiliser quand j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi, mais il y a plein de fois où je vais à la plage toute seule ou à la piscine toute seule et il faut pas me parler en fait. Enfin, je vais te rembarrer assez violemment si je sens que c'est pas le bon moment pour moi de sociabiliser parce que je suis dans ma bulle. Mais ce que tu partages, enfin, je me reconnais aussi dedans. C'est cette notion de, oui, on est super sociable à plein de moments quand on décide en fait d'être dans cette énergie-là. Et il y a des moments, et parfois c'est même dans la même journée, où t'as mis ta bulle de protection et c'est fini, quoi. Mais même, moi, ça m'arrive, je sais pas si ça t'arrive aussi, comme moi, ce week-end, où il y a des moments dans la journée où même si je suis entourée de plein de gens, c'est ne m'approchez pas. Là, j'ai C'est besoin ça. d'avoir un micro-moment toute seule. Exactement, ouais, tu sors dehors, juste tu vas prendre l'air, tu vas prendre un rayon de soleil, parce que t'en as marre d'être dans le noir. Moi, je sais que la lumière, c'est quelque chose qui influe aussi beaucoup sur mon énergie et mon humeur, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que pour moi qui suis tout le temps au soleil, là, c'était très dur de m'enfermer dans le noir pendant 3 jours, quoi. J'allais dire encore plus quand tu vis au soleil la majorité de ton temps, quand tu arrives, quand tu reviens sur Paris, Bruxelles ou même, moi je vois ma sœur qui voyage énormément aussi, elle est nomade aussi comme toi depuis 2 ans. Quand elle rentre en Belgique, elle me dit, la première semaine je suis super contente parce que je vous revois et ainsi de suite, mais dès la deuxième, ça me demande de l'énergie de maintenir mon taux énergétique rien que parce qu'il fait sombre, il y a le ciel qui est couvert. C'est exactement ça. Moi, ça fait 10 jours et tu vois, là, je suis en train de regarder pour partir dimanche ou lundi. C'est pour ça que tu m'avais dit France, j'ai une semaine où je suis sûre d'avoir le Wi-Fi. Donc c'est cette semaine-là ou alors c'est dans on sait pas quand. C'est ça, exactement. Complètement.
Alors, si j'ai eu aussi envie de t'interviewer, c'est vraiment parce que tu m'as partagé cette notion d'expérience client et du côté waouh. Alors, est-ce que tu saurais un petit peu m'expliquer, enfin, expliquer c'est quoi ce côté waouh, c'est quoi cette expérience client, c'est quoi ce que tu fais maintenant en fait? Yes. Euh, donc moi, mon job, c'est de vendre des paillettes aux gens. Alors, ça fait beaucoup rire. Moi aussi, d'ailleurs, ça me fait rire. Donc c'est bien, parce que je fais pas ce boulot pour m'embêter. Mais en gros, l'idée, c'est, bon, déjà, comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit, je viens du luxe. Et le luxe, créer de l'effet waouh, c'est la base du business. Tu vois, si tu fais pas de l'effet waouh, bah, tu restes chez Zara et puis tu t'achètes un sac à 35 euros et ça ira très bien. Le but, c'est vraiment de créer de l'effet waouh et de se dire comment à chaque fois on peut pousser le curseur plus loin. Et déjà, donc moi, pendant 7 ans, j'étais là-dedans. Donc pendant 7 ans, c'est une habitude que tu as tous les jours, de dire comment on peut pousser le curseur plus loin, que ce soit sur un concours avec une équipe digitale, tu vois, où en gros, bah, tu vas créer une expérience de ouf. Je ne sais pas si ça te parle, les pubs quartier, par exemple, ce genre de choses, où à chaque fois, tu rentres dans des univers de dingue, tu as l'impression que c'est un film pour le cinéma et c'est juste une pub, tu vois. Donc c'est à chaque fois se dire comment on peut pousser le truc plus loin pour créer ce waouh, cet enchantement. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait partie de ma personnalité. Le fait de toujours à chaque fois chercher à toucher les gens. Alors moi, il faut savoir un truc, il y a un seul truc pour lequel je suis vraiment raciste, c'est la superficialité. Ça me donne des boutons, le truc. Ça me donne des stars. Je te jure, je supporte. Les small talk dans les cocktails et tout, aïe, 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 il faut pas me parler de ce genre de truc. Je Oui, surtout que tu supporte l'as pas. vécu encore plus en interne par le côté luxe que tu as Exactement. vécu. Exactement. J'avais bossé aussi en agence RP. Le truc, t'as la coupe de champagne, les petits fours, tata, tout le monde raconte ses Le bullshit. Non, faux non, 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 rire, non. Ah là la là là fausse là là. réussite et Faut pas m'emmener là-dedans. Faut pas m'emmener là-dedans. Tu vas passer un mauvais moment et moi aussi. Donc, ça sert à rien. tu viens de nous casser un rêve là, Ah ouais. sérieusement. Ah ouais, franchement, là, je suis désolée, je bats les masques. Donc, du coup, vu que moi, j'aime pas la superficialité, ce que j'aime, c'est toucher les gens vraiment. Et c'est avoir comment dire, créer une vraie connexion. Et pour ça, bah, il n'y a qu'une seule solution, c'est de t'intéresser vraiment à eux. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde dans notre société, c'est que déjà, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Tu vois, as Amazon Prime, Uber, bref, tu claques des doigts, il y a tout qui tombe, c'est facile, etc. Donc déjà, prendre le temps, ça devient un truc qui est hors norme. Et le deuxième truc, c'est qu'on lit plein de contenus, etc., mais finalement, on s'intéresse plus vraiment aux gens. Et finalement, quand tu prends ces deux trucs ensemble, le fait de prendre le temps et de s'intéresser vraiment aux gens, il se passe un truc de dingue dans le cerveau de la personne qui est en face de toi. Quand tu réunis juste ces deux trucs-là, ils se disent waouh, ça fait combien de temps que quelqu'un ne s'est pas assis à côté de moi et a vraiment pris le temps d'écouter ce que j'avais à lui dire, qui a vraiment pris le temps, en tout cas, de comprendre ma situation actuelle, de mettre des mots là-dessus, de chercher sans jugement à potentiellement me donner des questions qui vont m'aiguiller. Ça, c'est un truc de dingue. Donc, déjà, c'est le premier truc, c'est déjà que moi, je suis addict à ce genre de trucs en soirée, rencontrer des gens, connecter avec eux et parler de trucs qui sont vraiment meaningful pour eux, tu vois, qui ont vraiment du sens. Donc ça, déjà, c'est un truc que moi, j'avais naturellement. Et ce que j'ai vu, c'est qu'après le Covid, après le confinement, tout le monde avait énormément de frustration de ne pas avoir passé finalement des moments qualitatifs avec ses proches depuis plusieurs mois à cause de toutes ces périodes de lockdown. Et au final, on était tous en manque de ça. On avait tous envie de connexion finalement. On avait tous envie de créer des moments de ouf ensemble et de partager et de se reconnecter à l'humain. Et il y a deux choses, il y a la partie pro et la partie perso. Dans la partie pro, c'est la partie plus business. Quand tu vois tous les commerces physiques, bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai encore envie de me bouger les fesses un jour où il fait 10 degrés, où il pleut dans un magasin? Bah, clairement, si je ne fais pas une expérience de ouf, je vais rester sur Amazon. Le vendeur, bah, il est beaucoup plus sympa parce que c'est moi. Donc il me laisse en plus me balader où je veux dans les rayons et choisir mes options. Et toi, dégage, non, j'ai pas envie de te parler. Non, non, je suis dans ma phase ermite là. Donc vas-y, sors du magasin s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, tu es tranquille avec ton petit plaid, ton petit Netflix en fond, là, et puis tu kiffes et tu te fais tes petites commandes. Et en plus, Amazon, il te dit, oh, bah, si t'as pas aimé, tu peux me le renvoyer. Oh, voilà, voilà, il est gentil, bon, bref. Donc, clairement, si tu veux sortir de ton pilou-pilou Netflix, va falloir qu'en magasin, il gère. Donc, clairement, si j'ai pas une expérience de ouf en magasin, j'ai aucune raison d'y aller. Et après, les commerces physiques se plaignent qu'il n'y a plus personne qui y va. Mais pensez juste expérience client, les gars. Et le deuxième truc, c'est dans le perso, où finalement, bah, même par mes expériences personnelles, tu vois, tu te rends compte que tu vis avec une autre personne, mais que finalement, chacun vit sa vie de son côté, et vous vous rencontrez assez peu souvent si vous ne faites pas l'effort de créer ces moments-là. Et donc, du coup, bah, de tout ça, en fait, est née, comment dire, la prise de conscience d'un besoin. Et ça a été cristallisé par deux demandes de deux potes à moi, la même semaine au mois de mars. Donc, gros hasard. J'avais pris ce temps, moi, pour laisser infuser. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait venir, tu vois, je savais pas trop quoi. Mais je me suis dit, je vais laisser de l'espace, puis on va voir ce qui monte. En sachant que je m'étais cramée au mois d'octobre, j'avais fait un burn-out à ce moment-là. Donc, depuis ce moment-là, en gros, je laissais monter. Juste, encore plus brigade du kiff. Je faisais vraiment tout ce que je voulais tout le temps. Enfin, bref, c'était devenu la cour de récré, un peu ma life. Et donc, je me suis dit, il y a un truc qui va monter à ce moment-là. Et ça n'a pas loupé au mois de mars.
j'ai deux potes qui n'ont rien à voir en plus l'un avec l'autre. Un, c'est un de mes meilleurs potes et l'autre, c'est un entrepreneur avec qui on s'est rencontrés en séminaire. Et les deux me disent, écoute Hélène, il y a une meuf que je kiffe vraiment. J'ai envie de créer un effet waouh de dingue. Pas forcément avec un gros budget, mais juste un truc qui a du sens vraiment pour elle. Et je sais que tu es la bonne personne pour m'aider là-dessus. Moi, je suis nulle sur le sujet, donc juste aide-moi s'il te plaît. Et les deux, je leur dis, mais écoutez les gars, je connais pas les filles en question, donc ça va être compliqué pour moi de vous aider, mais je peux vous faire un petit Google Form avec des petites questions de personnalité, puis vous allez le remplir, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Voilà, petit bonheur, la chance. Ils me disent OK, donc ils me répondent des petites questions. Moi, je leur réponds un petit questionnaire, un petit PowerPoint avec mes suggestions, et je leur fais à chacun 6 propales en leur disant bah, tu tapes dans l'une des 6, t'es bon, enfin, t'es sûr que t'es tranquille, tu tapes juste quoi. T'es sûr, mais oui, vas-y, c'est bon et tout. Et c'est bon. Juste texte-moi, dis-moi comment ça s'est passé, juste pour me tenir au courant, mais sinon, je m'en fous en fait, tu vois, parce que pour moi, c'est naturel de faire ça. Et du coup, les deux bah, choisissent une des propales. Et à la fin, en fait, ils m'envoient des captures d'écran, des messages des filles. Et les deux nanas sont en mode, mais t'es rentrée dans ma tête ou quoi? On m'a jamais fait un cadeau pareil. Mais même mes ex avec qui je suis restée des années n'ont jamais réussi à toucher aussi juste, en fait, sur ce qui pouvait me toucher. Et mes potes, les deux me disent, OK, t'as un business. Enfin, meuf, si t'es capable de faire ça, t'as un business, tu vois, genre, c'est ouf. Et finalement, l'idée fait un peu son chemin. Je repense à toutes mes clientes qui partagent à chaque fois en story les cadeaux que je peux leur faire. Et puis, tu sais, les filles, ça parle. Donc, à partir du moment où tu postes une story, leurs copines sont là, mais c'est qui cette coach? Qu'est-ce que tu travailles avec elle, etc., etc. Et le fil, enfin, le bouche à oreille commence à se mettre en place. Et à chaque fois, je sais, en fait, je suis tellement en mode écoute active avec elle, je sais tout de suite ce qui leur manque, je sais ce qui leur plaît, etc., machin. Et à chaque fois, elle me disait, tu fais des cadeaux que même mon mec, il penserait pas à me faire. Et je dis, mais parce que je te connais plus que ton mec, en fait. Donc, c'est ça le truc. Et alors, il y a aussi un truc que tu nous as raconté, parce que tu te dis, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, cette capacité d'investigation et de connaissance du cerveau. Oui, tu as lu beaucoup de choses, mais tu nous racontais aussi que quand tu étais petite, tes parents sont séparés et ton père a toujours caché sa vie sentimentale, et toi, tu investiguais en fait. Exactement, ouais. Pour mon père, il y a la vie pro, il y a la vie perso, qui est la vie de la famille, et il y a la vie perso-perso, qui est avec qui tu couches. Et en gros, cette vie-là, il nous avait bien dit qu'on n'y aurait pas accès, tu vois. Donc, et Et donc vu moi, que toi, depuis forcément, toute petite, tu as compris que quand on disait non, ça voulait dire oui, mais pas maintenant, ou exactement. Moi, si tu me mets une barrière, je vais la défoncer. T'as pas compris. Donc forcément, bah, tu deviens addict à cette multi-observation des détails que tu rassembles en fait dans ton cerveau et que quand tu les agglomères, bah, tu comprends ce qui se passe. Donc c'est ce que je te partageais, c'est que moi, du coup, je peux te dire dans n'importe quel endroit qui est attiré par qui a couché avec qui, parce que je capte tout de suite ces micro-sensations, même si c'est encore une fois de l'ordre de la micro-expression, je vais te dire oui, tu fais pas ça si tu n'aimes pas ça, ou tu fais pas ça si tu n'as pas envie de ça. Enfin, je le capte sans le vouloir en fait, c'est complètement inconscient et naturel pour et moi. ce que tu nous Mais montres là, c'est que il y a des choses dans notre vie qu'on va faire où on n'a aucune idée de si ça servira ou pas, mais à l'instant T, quand tu étais petite, ça te faisait kiffer d'essayer de trouver un petit peu ce que ton père il faisait. Et puis, tu te disais, j'imagine bien que tu te disais pas qu'à 32 ans, tu allais faire un business où tu allais créer du waouh et des paillettes dans les yeux des nanas parce que leur mec allait venir faire appel à toi. jamais de la vie, jamais de la vie. Moi, quand j'étais petite, en fait, ce qui me fait, tu sais, franchement, si je suis honnête avec moi-même, je pense que ce qui me faisait chier, c'est que j'avais l'impression qu'on me prenait pour une teubée. J'étais là, genre, tu crois vraiment que je vais croire tes cracks? T'as vraiment cru que j'avais pas compris toute l'histoire là? Et en fait, ça me rendait ouf. Franchement, c'était de la frustration, tu vois, de me dire non, mais attends, là, il y a un cœur sur tel truc. Tu crois vraiment que ton histoire de non, mais elle a voulu tester des stylos sur mon paperboard et comme par hasard, elle a fait un cœur, mais il y a rien entre nous. Tu crois Oui, vraiment il que n'y je a, vais y a pas l'acheter ton d'étoiles, de histoire? carrés, juste des gribouillis, quoi. Enfin, Non, voilà. Et du coup, c'est parce que j'en avais marre qu'on me prenne pour une débile mentale que du coup, je l'ai dit, non mais attendez les gars, vous êtes sérieux? Enfin, j'ai pas un an, j'en ai 5. Donc en fait, je comprends là, ce qui se passe. Et au final, je suis devenue addict à cette... En fait, j'en parlais récemment dans une newsletter, j'avais l'impression d'accéder à un monde caché. J'avais l'impression de pouvoir rentrer dans un truc. Et tu sais, quand t'es enfant, tu kiffes tout ce qui est monde caché, histoire, machin, nan. Donc pour moi, j'ai l'impression d'être un personnage de ma propre histoire qui arrivait à découvrir des espèces de passages secrets dans la vie des adultes que eux essayaient de nous cacher, tu vois. Donc c'était un délire, je suis devenue addict au truc. ah oui, donc toi, quand Harry Potter est sorti, c'était bon, t'as adoré, quoi. Folie, folie.
Génial. Du coup, maintenant, ce n'est plus que ça, c'est ça vraiment ton business. Donc, parce que tu nous partageais du coup que avant tu t'occupais d'aider les gens dans leur réorientation professionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as clôturé pour plus mettre que des paillettes. Et ça se limite que au couple ou tu le mets aussi ben, du coup dans l'expérience client, dans le business. Il y a d'autres situations aussi où on fait appel à toi. Alors, il y a du coup donc le couple en général, donc pour des entrepreneurs qui ont 100% de leur bande passante dans leur business, qui ont juste oublié qu'accessoirement il y avait quelqu'un qui vivait avec eux et qui sentent que là on est sur la pente descendante et qu'il va falloir agir vite. Donc là, c'est un peu Oui, un et service que de si on met pas des conciergerie. paillettes et des papillons dans le bidou, c'est clair qu'à un moment donné, ça va partir en cacahuète. Exactement. Donc, il m'appelle plus en mode conciergerie, genre Hélène, dans 72 heures, je dois éblouir ma nana, comment on fait là, vite, vite. Donc voilà, on leur fait un truc sur mesure. Deuxième cas de figure, c'est des solopreneurs en général qui sont un peu dans leur zone de confort, en fait, dans leur business. Ils s'amusent plus trop, du coup, leurs clients s'amusent plus trop, du coup, forcément, les clients ne rachètent pas forcément chez eux. Et une espèce un peu comme ça de truc un peu pourri qui est en train de se mettre en place. Ils deviennent un peu leurs propres salariés, tu vois. Ça roule tout seul, bon, il n'y a plus grand chose à faire, machin, voilà. Donc, en gros, comment on fait pour finalement rajouter des paillettes dans ton parcours client pour que tes clients ils s'éclatent et que toi aussi, tu retrouves en fait tout simplement de la motivation dans ton business. Donc, ça, c'est le deuxième pan. Et le troisième, c'est pour bosser pour des plus grosses boîtes, notamment avec des Chief Happiness Officer et des RH sur comment limiter le turnover, comment limiter l'absentéisme, qui est un gros sujet en ce moment. Si tu veux avoir une entreprise durable, on parle de développement durable, ça touche aussi à ça. Si tu veux une entreprise durable, il faut que les gens ils aient envie de rester. Et donc, c'est en gros apprendre aux managers à créer des moments forts avec leur équipe pour que si on leur propose 15% de plus ailleurs, ils ne claquent pas des doigts et ils partent direct en fait. Oui, mais Donc, c'est ça, c'est quelque chose que j'avais lu il y a très longtemps, c'est que le bien-être au travail va faire que les gens vont accepter un salaire moindre pour le bien-être au travail, parce que finalement, c'est ce qu'on retient, on est quand même au moins 8 heures par jour, plus toi qui a vécu longtemps à Paris, tu as tous les trajets et ainsi de suite. Si tu n'as pas le plaisir d'être au travail parce que tu as des chouettes collègues ou parce qu'il y a une bonne ambiance et ainsi de suite, c'est une des premières causes de départ et de burn-out d'ailleurs. ouais, complètement. À Paris, en général, tu as 12 heures de trajet par semaine dans les transports, tu vois. C'est la moyenne normale. Et clairement, pour arriver à les faire, a fortiori, maintenant que tout le monde a testé en plus le télétravail, si tu as demandé à tes employés de revenir au boulot, il faut vraiment qu'ils vivent une expérience de dingue quand ils sont entre eux, parce que si c'est juste pour faire des réunions chiantes, franchement, ils restent chez eux et ils se cassent et ils cherchent ailleurs, tu vois. C'est pour ça que ça me fait penser quand tu m'as partagé ce que tu faisais. Je sais pas si tu vois le film Le Stagiaire avec Robert De Bien sûr. Niro. Mais moi, j'ai surkiffé ce film parce que je me suis dit un jour, je sais pas ce que je vendrai, mais je vais avoir des boîtes où il y a toute une expérience qui se crée quand les gens ils le reçoivent. Et Ouais. puis même, ne serait-ce que l'ambiance qu'elle a créée, la petite cloche qu'on sonne quand il y a une victoire. Et tu dis que c'est un film, on est d'accord, mais il y avait un truc où moi je me suis dit, mais ce serait tellement kiffant de vivre dans une société qui a cette dynamique. Carrément, carrément, non, il y a plein de good practice qu'on pourrait récupérer, même, tu vois, la remise de diplôme, pourquoi on attend juste que tu aies fait un master pour avoir une remise de diplôme? Pourquoi dès le CP, on pourrait pas déjà faire une remise de diplôme avec, je sais pas, des sachets de bonbons à la fin de l'année ou un truc cool qui correspond à ton âge, en fait, tu vois, Ouais, pourquoi et on pas doit un truc attendre, méga protocolaire, super chiant et chelou. c'est ça. Mais une des catégorisations des moments forts, c'est le fait de ressentir de l'honneur, de la fierté, de sentir qu'on a donné le meilleur de soi. Et on le voit beaucoup dans le sport, mais très peu dans le boulot. En général, tu attends d'avoir un point annuel avec ton boss pour qu'il te dise bravo, c'est génial, tu as tout déchiré, mais tu as attendu 12 mois. 12 mois pour avoir un putain de compliment. Tu vois, genre, c'est trop, c'est beaucoup trop. Ça doit être au moins hebdomadaire, ce genre de feedback. Tu, Sinon, les employés, c'est comme des plantes, elles dépérissent, tu vois, c'est pas possible. Tu sais que moi, j'ai jamais eu de remise de diplôme, pourtant j'en ai plusieurs, j'en ai plus que plusieurs. Et mon premier diplôme, qui était mon diplôme de diététique, parce qu'à la base j'étais nutritionniste, enfin du coup mon premier diplôme de diététique, j'avais une deuxième cesse, et en fait elle m'a annoncé sur le banc dans le couloir que j'avais une distinction. Et ça s'est limité à ça. Quelle horreur. Je dis ok, bah d'accord, j'ai une 10. En fait, je suis sortie de là en ayant l'impression, j'aurais eu une satis, c'était pareil. J'avais une Ouais, quelle horreur. distinction, j'avais bossé pour et j'étais super fière de moi. J'avais l'impression de pouvoir faire un petit pied de nez à mes profs qui n'avaient jamais cru en moi et qui m'avaient bien démonté en première cesse. Et là, en fait, j'étais juste assise sur un banc en bois où on me dit, ah, mais en fait, félicitations, tu as une distinction. Ok, d'accord. Merci. Quelle angoisse. Et Ouais, du coup, non, tu as mais un c'est diplôme qui n'a pas de valeur à ce moment-là. Moi, il n'a pas de valeur. Je ne sais même pas où est mon diplôme. Si on veut me demander mes diplômes, je ne sais pas où ils sont. bien sûr.
Alors que tu as tout donné pendant des mois, tu t'es investi, tu as travaillé dur et au final, tout ça pour ça, quoi. Ouais. Eh bien, c'est vraiment ça. Et c'est ce que justement t'exprimes, c'est justement pas avoir cette réflexion de dire tout ça pour ça, mais plutôt de dire tout ça pour ça. C'est exactement ça. Et en fait, bah voilà, c'est pour ça que, enfin, les managers, les bons managers se font très rares. Moi, je sais que juste après, justement, le lancement de l'offre en reconversion, je me suis lancée dans le leadership au féminin parce que mes clientes, elles me disaient, bah, c'est cool, j'ai le job de mes rêves, mais j'arrive toujours pas à lever la main en réunion si j'ai un collègue masculin à côté de moi ou si j'ai un client qui est un peu trop macho, tu vois. Et donc, je me suis dit, OK, les nanas, on a un problème. Si vous avez des idées brillantes et que vous n'arrivez pas à les partager, vraiment, je prends ça personnellement et on va changer les choses. Et en fait, je me suis dit, bah, quitter pour enseigner le leadership alors que toi-même, tu n'as jamais été manager. Et en gros, je me suis juste dit, bah, en fait, c'est simple. Vu que 95% des managers que tu as eus étaient nuls, tu vois, bah, en fait, fais juste l'inverse et tu auras des résultats de ouf. Et je te jure, j'avais des clientes qui avaient des grosses boîtes, qui écoutaient mes conseils et elles me disaient, waouh, j'ai fait ce que tu as dit et tout, et ça a marché. Et j'étais là, genre, ouais, hein, genre, même moi, j'étais étonnée, tu vois, des trucs que j'arrivais à faire. Alors, bien sûr que j'ai avalé tout Maxwell, j'ai pris des formations chez HEC, machin, mais mine de rien, j'avais quand même jamais expérimenté le truc et j'étais vraiment en mode test and learn avec elle aussi, tu vois. Et Avec finalement, tu te cette, rends compte. avec alors je trouve pas mon mot, Euh, avec cette transparence que c'est j'expérimente, mais voilà, t'expérimentes, mais c'est de la théorie, j'ai vu faire ça, je sais que ça fonctionne pas, on essaye ça. J'ai pas expérimenté, mais je te le dis parce que a priori ça doit marcher. C'est ça. Et je l'ai juste, je pense, ce qui a fait que ça a fonctionné, je pense que c'est juste parce que je l'ai croisé avec mon intelligence émotionnelle, qui est de se dire, bah, attends, on est juste des humains, on a juste tous les mêmes besoins et les mêmes envies en tant qu'être humain, à savoir être aimé, être reconnu. Donc, en gros, si tu fais ça, bah, du coup, ton employé va sentir ça, et du coup, ça va marcher, tu vois. Donc après, tu croises ça avec des langages de l'amour pour vérifier que bah, lui, il est plutôt compliment, ou lui, il est plutôt quality time, etc., machin. Donc, comment dire, tu filtres à la marge après pour avoir quelque chose vraiment d'hyper personnalisé. Mais je pense que la base du truc, c'est juste de se rappeler, attends, mais en fait, juste, on est tous humains. Forcément que si tu fais ça, il va se sentir comme une merde, donc ça va pas fonctionner. Donc en fait, on va juste changer un peu le truc, et puis finalement, ah bah oui, là, ça fonctionne mieux. Et dans le cadre des porteurs de projets, parce que moi c'est principalement des porteurs de projets que j'accompagne, du coup c'est aussi super intéressant ce que tu expliques là, parce que le parcours client, on a l'impression que c'est destiné à haut de gamme et ainsi de suite. C'est vrai que ce ne sera pas les mêmes moyens, mais par contre, on peut déjà créer cette expérience client. Tu Je pense que aurais c'est une... un Ouais, petit tips ou quoi à donner comme ça? je pense que c'est une vraie croyance. Même moi, quand je pitch aujourd'hui, tu vois, les gens disent, ah, ça doit coûter cher, etc., de faire une expérience client de ouf. Mais en fait, tu as des expériences clients qui coûtent zéro. Mais quand je dis zéro, c'est littéralement zéro. Un premier tip, déjà, c'est juste casser le script. Casser le script, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prends ton business, je veux dire n'importe quoi, un business que tout le monde connaît, une boulangerie, tu vois. Ou peut-être que tu préfères un truc online. Enfin, Non, dis-moi non, ce que tu non, non, préfères. non, non, une Boulangerie, c'est boulangerie. bien? Oui, Ok. mes clients ont principalement des produits de service. C'est pas des Ok. produits, du coup, c'est du service. Donc, ils sont souvent en one-to-one, ils ont, j'ai rarement des boulangers, mais j'ai plutôt des massothérapeutes, des soins dans l'énergétique et ainsi de suite. Ok, Mais bah je, massothérapeute, on va les aider au maximum. On va prendre un truc que tu as régulièrement. Je suis massothérapeute, donc en fait, qu'est-ce qui se passe entre le moment où la personne, elle me connaît et le moment où elle me donne sa carte bleue? Bah, potentiellement, elle m'a vu sur des réseaux sociaux ou sur des trucs genre Médoucine, enfin des sites qui regroupent des thérapeutes, etc. Donc, ok, ça, c'est la première étape. Ensuite, elle vient dans mon cabinet. Qu'est-ce qui se passe normalement dans un cabinet? Bah, la personne, elle arrive, en général, elle attend, tu vois. Ok, donc ça, c'est le script. C'est ce qu'on attend, tu vois, quand tu arrives chez un massothérapeute. Comment je peux casser le script pour créer justement de la surprise? Bah, peut-être que moi, dans ma salle d'attente, il y a du reggae. Je vais dire n'importe quoi volontairement, tu vois. Mais j'ai jamais vu du reggae dans une salle d'attente. Tu vois. De ma vie, je réfléchis, là, je crois que j'ai jamais vu du reggae dans une salle d'attente. Et peut-être qu'elle, elle trouve que le reggae, déjà, c'est un truc qui te met dans l'ambiance avant le massage. Parce que c'est un truc qui te calme. Parce qu'il y a des sonorités, machin. Elle a fait une playlist qui est déjà optimisée pour que tu arrives au moment du massage dans cet espace-là et t'es déjà bien, tu vois. Peut-être qu'il y a une tisane ayurvédique ou un thé, tu vois, un rooibos, un matcha, peu importe, qui déjà tu vois, met ton corps à la bonne température pour que, pareil, tu sois dans le mood du massage. Peut-être que tu as, ça s'appelle des mouillettes en parfumerie, tu sais, les petits traits blancs que tu sens. Peut-être que tu as des mouillettes avec des huiles essentielles et qu'elle te dit, voilà, avant le massage, on a un protocole, on veut que vous sentiez 5 mouillettes dans cet ordre-là. Elles ont chacune des vertus différentes et le but, c'est vraiment, voilà, vous arrivez des transports, vous avez du mal à vous garer, vous êtes dans un état de stress qui est assez élevé, vous avez fini votre journée de boulot,
là, on se calme, tu vois, genre on rentre dans une bulle de bien-être, apaise-toi, prends ce moment pour toi. Et en fait, justement, bah, les odeurs vont t'aider à te calmer à ce moment-là et à revenir dans ton intériorité et vraiment à kiffer ce moment de massage pour toi. Donc, en fait, l'attente, j'ai envie de dire, bah, elle est un peu indépendante de ta volonté. Il y a une séance qui a traîné, un client qui arrive en retard, etc. Mais juste là, en cassant le script, le mec, il va même pas avoir conscience qu'il a attendu. Et tu peux même le faire attendre une demi-heure si en plus tu lui mets un petit film, tu vois, dans l'Himalaya où il s'évade un peu en mode salle de cinéma. Et en fait, il est absorbé par le truc, il part, ça se trouve, il va même s'endormir dans la salle. Et c'est très bien, c'est ce que tu veux en fait. Puis dans un état, tu vois, il faut qu'il parte en alpha, le gars. Donc, du coup, tu le mets dans son truc et il kiffe. Et tu vas lui dire, ah, excusez-moi pour le retard, mais j'ai même pas vu qu'il y avait un retard. Ça se trouve, ça fait 25 minutes, 45 minutes, il sait même plus combien de temps il y a. Juste, il kiffe. Il kiffe parce qu'il est rentré dans une espèce de havre de paix qui a rien à voir avec la salle blanche, pourrie, où tu te prends le soleil en pleine poire, machin, ou avec la clim qui marche pas. Enfin, on les a tous vus, ces salles de merde, là, avec les magazines Elle qui datent de 1992, qui collent, où il y a tonton Janien, il a craché 3 fois dedans en éternant, et tu te demandes si ça va pas choper le Covid dès que tu vas toucher une page. Non, mais on n'en peut plus de ces salles-là, tu vois, c'est plus possible. Faites-nous rêver dans vos salles d'attente, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les thérapeutes. On a envie d'avoir du rêve à ce moment-là. Donc, ça peut être une infusion, ça peut être juste une playlist que tu as travaillée pour tes clients, ça peut être voilà, des mouillettes avec des huiles essentielles. Ça te coûte que dalle, ça te coûte que dalle à mettre en place, objectivement, en termes de coût par client. Et l'expérience, par contre, elle est dingue. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut en 2022, et je suis persuadée que les business qui perdureront à l'avenir auront toute cette qualité-là, c'est que tu veux que les gens puissent justifier leur achat. Moi, je sais que j'ai tout de suite commencé avec du high ticket. Et il faut les justifier, tu vois, auprès de ton entourage, de dire j'ai mis 3 000, 4 000, 5 000 balles pour une coach, tu vois. Et il y a toujours ce moment un peu de doute où la personne doit dire à ses copines, bah, je viens de sortir 5 000 balles pour une coach, tu vois. Tu as toutes les copines qui sont là, genre, mais t'es complètement malade, c'est ce que tu peux faire avec 5 000 balles. Et en fait, il faut qu'à ce moment-là, la personne puisse dire, non, non, mais attends, je crois que t'as pas compris. Moi, ma coach, elle m'emmène dans des endroits, laisse tomber. Je veux dire, elle me débloque des trucs, je vis une expérience de dingue, nanani, nanana. Il faut qu'ils puissent justifier leur achat. Donc aujourd'hui, quand tu as toutes ces thérapeutes, toutes ces énergéticiennes, ces chamans, ces kinésios, peu importe, elles sont toutes des milliards à proposer la même chose. Change, casse le script. Montre-moi que, bah ouais, en fait, pourquoi j'ai choisi Julie, Pauline ou Anne? Parce que elle, quand je rentre dans son truc, déjà, mon niveau de stress, il tombe à -12. Je suis déjà en mode massage, elle m'a même pas encore massé, tu vois. Ah bon, putain, c'est quoi cette expérience? Bah, franchement, je sais pas comment elle fait, mais elle a juste mis une putain de playlist, elle a mis une putain d'infusion, elle a mis 3 gouttes d'huile essentielle sur 3 bouts de papier et elle m'a mis un film Netflix en boucle. Voilà ce qu'elle a fait. Franchement, coût de revient 5 euros, tu vois, je pense, hein, à peu près. Donc, et juste là, t'as pété le script. Et pour prendre notre exemple de la boulangère, bah, potentiellement, une boulangère, c'est peut-être que dans la file d'attente, au lieu d'être comme un con dans la rue, à Paris, il y a des pains, c'est sacré chez nous, tu sais. Et donc, du coup, des fois, moi j'ai la chance d'avoir à côté de chez ma maman le meilleur croissant de Paris et la meilleure baguette de Paris. Donc, je te laisse imaginer la file d'attente le dimanche matin, il faut prendre un RTT, tu vois, c'est 1 heure et demie d'attente à peu près. Je rêve d'un jour où il y a une nana, ils sont 5 ou 6 derrière la caisse, il y en a une, elle sort de sa putain de caisse et elle va dans la queue et elle te fait une dégustation. Et je vais acheter plus en plus, même si la pâtisserie déjà elle coûte 6 euros et que j'ai l'impression de laisser un organe à chaque fois que je vais à la boulangerie. Je te, je te jure, je suis prête à prendre des pâtisseries en plus. Si tu me la fais goûter, pourquoi je l'achète pour 2? Parce que je ne sais pas si j'aime. Et du coup, je ne vais pas acheter pour 6 euros un truc où j'ai un doute. Donc, je vais acheter juste que je sais qu'est déjà très cher. Tu ressors avec tes 15 balles, tu es content, tu vois, de ton expérience client. Mais j'aimerais bien que tu me fasses goûter le nouveau financier à la pistache ou la nouvelle brioche au praline, tu vois, pourquoi pas? On est dimanche matin, fais-moi kiffer, offre-moi le petit-déj dans la file d'attente pour que j'ai pas l'impression d'attendre 1 heure et demie. Mais c'est clair que ça me fait penser à deux choses. La première qui est que moi, j'ai travaillé dans une boulangerie comme étudiante pendant tout, jusqu'à ce que je travaille. Et, euh, et c'est une boulangerie assez luxueuse par rapport au fait que j'habite à Liège. Et on avait d'office, tous les jours, il y avait quelque chose à déguster. Ça pouvait être du kremik, ça pouvait être le nouveau croissant, ça pouvait être le nouveau pain qu'on venait de faire, ça pouvait être des frangipane, ça pouvait être la nouvelle pâtisserie, des trucs faciles à mettre en bouche, je vais dire, sans salir partout. Et maintenant, à l'époque, ils ont eu des soucis et puis ils ont réouvert une biscuiterie. Ça marche du tonnerre parce que dans la biscuiterie, c'est ça aussi. C'est, bah, tu sais que tu as plein de petits trucs à déguster et ce qui fait que bah, tu as envie, t'as goûté, tu dis, ah, mais mettez-moi ça en plus. Ah, ben,
Mais vous pouvez goûter ça. Ah oui, mais mettez-moi encore deux, trois comme ça en plus. Et tu pars avec l'idée de partir avec 5 euros et t'en as pour 25. Et tu penses au cadeau que tu vas pouvoir faire à la copine chez qui tu vas manger le soir. Parce que tu dis, ah, finalement, c'est chiant d'apporter des fleurs. Et tu repars encore avec un truc en plus. Exactement. Et ça, j'ai envie de dire encore, c'est l'option facile qui est évidente, où tu te dis juste, je vais donner un échantillon, un peu l'échantillon Sephora, tu vois. C'est évident, tu es dans une parfumerie, alors oui, bien sûr, tu offres un échantillon de parfum, ça fait sens, c'est logique. Mais tu peux même t'amuser à aller chercher dans d'autres business. Et moi, c'est ça que je trouve à la limite le plus rigolo. Qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, de mettre un QR code sur le sac de ton sachet de chouquette ou de croissant? Et quand tu scannes, bah, potentiellement, la prochaine fois que tu reviens, tu as un croissant qui est offert. Regarde, on a organisé un jeu concours et on vous donne voilà, des petits trucs et c'est sur chaque emballage de trucs. Ou alors tu es dans la file d'attente et tu donnes des petits QR codes, voilà, vous avez que ça à faire de flasher, rentrer vos données et vous recevez en plus bah, toutes les nouvelles choses qu'on va créer dans la boulangerie. Vous êtes au courant, vous recevez la newsletter. Vu que dans la newsletter, elle est plutôt bien travaillée, on met des petits trucs rigolos, on vous apprend peut-être des trucs sur la pâtisserie, machin, c'est votre kiff, on vous partage des recettes, j'en sais rien, fais-moi rentrer dans ton univers, tu vois. Mais tu peux aller beaucoup plus loin juste en regardant, bah, si Darty le fait, pourquoi je le ferais pas dans ma boulangerie, tu vois. Ou si Sephora le fait, pourquoi je le ferais pas dans mon truc de massothérapie? Avec l'avantage aussi, c'est que vu que quand on est en tant que personne plutôt qu'en tant que société, je vais dire, puisque là je parle plutôt à mes clients, c'est que on est dans il y a une notion de vouloir faire plaisir. Et donc du coup, il y a un qualitatif qui aura et beaucoup d'amour, de bienveillance, de douceur qui sera partagé au travers de cet email ou quoi que ce soit, qui sera beaucoup plus important parce que ce sera pas juste un truc lambda qu'une grosse boîte envoie à 1 million de mails. Exactement. Il y a de la valeur ajoutée. C'est ça, tu peux faire des concours Instagram, prenez votre brunch en photo avec nos croissants dessus. Tu vois, genre, c'est des trucs. Et t'as aucune boulangerie, moi, à Paris, qui me l'a proposé. Alors, il y en a tous les 20 mètres des boulangeries. Il n'y en a pas une qui s'est dit, tiens, on va un peu changer le statu quo et on va peut-être un peu réfléchir à un truc innovant. Non, ils restent tous dans leur putain de zone de confort. Je J'en ai vois aussi. aucune. Ouais. Vas-y. Non, 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 je dis, il y en a aucune qui sort du lot et qui, enfin, si à Paris, si la meuf est sympa, déjà elle sort du lot. Ça, c'est vrai, faut quand même le préciser. Déjà, t'as dit bonjour, merci avec le sourire, et là, ouh, putain, on est sur une bonne journée là. Au moins, il l'a demandé en mariage ce matin parce que sinon, franchement, c'est pas la norme. C'est vrai qu'on se fait souvent la réflexion, enfin, c'est pas toujours très gentil, hein, mais quand t'as les gens qui nous servent, mais peu importe que tu sois à Paris ou partout dans le monde, on se dit, ah putain, elle est super heureuse d'être là aujourd'hui, hein. Et là, tu vois qu'il y en a quand même un paquet qui sont pas à leur place. Ouais, c'est terrible, on doit niveler par le bas à ce niveau-là, mais ouais, c'est complètement vrai, tout C'est à fait. énorme. Et du coup, ça me faisait penser, parce que dans les accompagnements que je fais, quand on passe sur la période d'hiver, moi j'adore faire les cadeaux, parce que j'adore faire des petites surprises, j'adore surprendre aussi les gens. C'est dans ma nature, parce que en fait, moi j'ai pas la même histoire que toi avec mon papa, même si j'aurais pu faire de l'investigation, mais moi ça m'intéressait pas. Mais j'adore surprendre les gens, genre me cacher quelque part et leur faire boue. Et en fait, bah, c'est pareil ce que je fais quand j'organise, quand je décide de faire une surprise, je me dis, ah mais comment est-ce que je peux faire quelque chose qui corresponde à la personne? Et des fois, c'est juste écrire une petite carte à la main. L'année C'est dernière, sûr. avec ma fille, je m'étais dit, comment est-ce que je peux créer? J'avais ma fille pendant 3 jours à la maison avec le Covid et ainsi de suite. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux créer une activité qui va nous prendre quasiment toute l'après-midi et qui en même temps peut servir à mes clients? Le truc genre méga improbable, tu connectes pas ta fille et tes clients. Et en fait, on s'était amusé à faire des trucs en papier mâché avec des petites graines, tu vois, du papier à semer. Et en fait, c'est devenu mon papier d'écriture pour faire mes petites cartes de Noël pour tous mes clients. Génial. Et rien que de pouvoir prendre le temps, et je repense à un autre truc que j'avais fait aussi l'année dernière, c'est que j'avais envoyé un colis à tous mes clients, un colis brut, et je leur avais donné une petite intention, c'était de décorer avec de la peinture, avec des floquets, avec des stickers ou quoi que ce soit, leur paquet, pour que eux, ils se mettent dans un état de créativité. Et alors, en fait, l'emballage était. Donc, c'était emballé. J'avais l'emballage d'envoi. Ils ouvraient. Tu avais l'emballage brut de décoffrage. Et à l'intérieur, il y avait leur cadeau. Interdiction d'ouvrir. Et l'objectif, c'est qu'ils décorent ce paquet comme ils auraient aimé recevoir le paquet. Et en Génial. fait, ils ont adoré. Ils m'ont fait des photos avec la manière dont ils avaient décoré. Il y en avait, c'était plein de paillettes. D'autres, c'était très sobre. D'autres, c'était carrément de l'art qu'ils avaient fait du paquet. Et c'était leur paquet à s'offrir, du coup, le jour de Noël, de ma part, du coup. Mais il y avait une part d'eux, il y avait mis une part d'eux aussi dans ce cadeau. Ouais, ouais, non, mais clairement, enfin, c'est pour ça, tu vois, on revient sur ce sujet de ça coûte rien de faire des surprises. Moi, je sais que j'ai organisé 2 séminaires l'an dernier aux Canaries, à Fuerteventura, et j'avais mis un point d'honneur à ce qu'il y ait un teasing. Parce qu'en fait, moi, j'ai assisté à plein de séminaires, et il n'y a jamais de teasing. Tu reçois un putain de mail avec un putain de programme, ou même pas de programme, et on te dit juste, bah, sois là, à l'hôtel, à telle heure, tu vois.
c'est boring, c'est chiant. Enfin, tease-moi, j'ai envie que tu me fasses monter ma curiosité tout au long du truc. Et du coup, il y avait un décompte où toutes les semaines, elle recevait un truc complètement what the fuck chez elle. Tu vois, genre, un des trucs, c'était un chèque en blanc. Et tu reçois un chèque en blanc chez toi et tu comprends pas pourquoi. Tu vois, tu te dis, mais c'est quoi le chèque en blanc? Tout ce que tu sais, c'est que tu dois le ramener au séminaire. Et donc, du coup, elle cogite. Elle commence à dire, qu'est-ce qu'elle va me demander avec ce chèque en blanc? Qu'est-ce que ça veut dire? Machin, etc. Machin. Et donc, elles doivent venir avec leur petit package, tu vois, au séminaire, en mode, bon, bah, maintenant que j'ai tous ces objets, j'en fais quoi, tu vois? Et au moins, c'est comme un enfant qui arrive avec son sachet de jouets et qui est là, genre, bon, bah, maintenant, on va s'amuser avec. Mais il y a toute la surprise et tout le mystère derrière. Et tu vois, bah, là encore, c'est casser le script. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce que font tous les autres? Et qu'est-ce que je peux faire de différent pour que justement, bah, on s'en rappelle, tu vois? Et elle m'en parle encore de ce truc-là, de se dire, chaque lundi, je recevais des trucs chez moi. Et j'étais là, genre, mais c'est quoi le délire, quoi? Genre, Oui, puis on adore ça. Enfin, moi, ça me rappelle quand tu parles de distiller les informations. C'est comme quand tu vas avoir ton anniversaire, que tu sais que tu vas avoir une surprise et que tu as une liste des trucs que tu dois embarquer et que tu sais qu'il y a des trucs que tu vas absolument pas avoir besoin, des choses dont tu vas avoir besoin et qu'en fait, tu as ton cerveau qui part dans tous les sens de se dire, mais en fait, on va faire quoi? Mais tu as l'excitation là que tu te dis, ouh, ça va être génial, quoi. c'est ça, c'est pourquoi attendre le 24 décembre pour avoir un calendrier de l'Avent, tu vois. Tease tes clients, tease tes proches. Tu peux faire un calendrier de l'Avent pour ton chéri, pour tes enfants, avant leur anniversaire, par exemple. Enfin, ça, c'est des idées toutes cons, mais tu as juste besoin de 24 petites enveloppes avec 24 petites pinces à linge. Enfin, je sais pas si en Belgique, vous avez Emma, mais ce genre de boutique où tu as un peu de tout. Et ça coûte rien, ça coûte rien. Et l'effet, il est dingue. Enfin, franchement, ouais, j'imagine chez tes enfants, tu mets une petite cordelette dans leur chambre, tu mets des petites pinces à linge, des petites enveloppes, tu glisses un petit bonbon, une petite connerie, et tu lui dis, voilà, tous les jours, par exemple, ça peut être un truc pour, je sais que ma nièce, on rationalise le sucre, tu vois, genre c'est un truc de sucre par jour, bah voilà, tous les jours, tu as ton bonbon, une fois que l'enveloppe, elle est vide, ça peut être un truc funny pour leur donner justement cette conscience de, bah voilà, pas manger des bêtises 12 fois par jour, machin, t'as ta dose, et puis voilà, et ça rend le truc ludique, tu vois, mais on est tous des grands enfants, on kiffe tous ce genre de truc, on kiffe Et tous en plus, recevoir des avec surprises. nos enfants, la chance, c'est qu'on peut vraiment se dire qu'est-ce que j'aurais aimé moi recevoir. Pas souvent, tu dois quand même te connecter à l'autre personne, mais l'avantage de l'enfant, c'est que tu peux dire, bah tiens, qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir, faire, vivre, et tu peux l'expérimenter au travers d'eux, parce qu'en plus, eux, ils sont hyper réceptifs. Il y a une année où j'ai le malheur d'avoir oublié de faire le calendrier de l'avant maison. Ma fille m'a dit, il y a un problème, maman. C'était mieux l'année dernière. La pression. Ah, c'est trop ça. Et c'est une vraie logique, tu vois, là, ce que tu as partagé avec ta fille, le fait de lui dire, écoute, aujourd'hui, on aide maman pour son business. Je pense qu'elle va s'en rappeler toute sa vie, tu vois, de se dire juste, bah, je l'ai aidé vraiment et on a fait un truc fun. Et c'est vrai que moi, tu vois, bah, typiquement, avec mon style de vie, je vois pas ma petite nièce souvent, mais j'essaye qu'à chaque fois qu'on se voit, on fasse des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois, on va faire un gâteau, on va faire un truc, machin. On va pas juste se contenter de faire ce qui est attendu, même pour elle, tu vois, parce que je veux justement l'aider à se créer ces souvenirs-là et à chaque fois essayer de me dire bon bah au moins je lui ai appris un petit truc ou on va dessiner ensemble, je vais lui apprendre à faire un animal qu'elle sait pas faire, tu vois, ou un truc dans le genre, mais essayer toujours de se dire ok comment je peux aller plus loin et pas rester juste dans l'attendu et dans le standard. En fait c'est ça le pire ennemi du moment fort, c'est de se dire je vais juste rester dans ce qu'on attend de moi et de ce que mes clients attendent de moi et c'est là où il se passe rien en fait. Et pareil dans le couple, tu vois, si tous les soirs la logique c'est vous rentrez à la maison ou vous commandez sur Uber Eats un Pokéball ou un Boboon et vous regardez ensuite une série sur Netflix. Franchement, il y a un soir, tu arrives, ou même tu n'arrives pas, et tu lui dis, écoute, je suis place, machin, je t'attends, rejoins-moi. Je te dis pas ce qui va se passer, voilà, juste ça. Et vous allez vous faire un dîner en amoureux, tu as géré la babysitter, tu as géré le truc, tu as trouvé un nouveau bar où il y a son cocktail préféré, voilà, tu as booké le truc, c'est fait, et tu l'embarques dans un truc qui va casser sa routine. Alors tu dis, moi j'ai principalement des femmes, donc on va faire le switch. Ça peut aussi être les femmes qui organisent ce genre de choses pour leur homme, hein. Bien sûr, mille fois. Moi, enfin, à chaque fois sur des dates, j'essaye d'avoir justement une approche où c'est pas du tout nous qui sommes passives et qui allons. Tu vois, genre, il y a un date que j'oublierai jamais. C'est le mec me donne rendez-vous à une adresse à Saint-Germain-des-Prés, donc dans Paris, qui est mon quartier préféré. Donc déjà, il tombe plutôt bien. Et en fait, il me donne rendez-vous devant un numéro et j'arrive devant le numéro. Je suis toute seule, il n'est pas encore là. Et il n'y a rien en fait. Enfin, c'est une porte d'immeuble, tu vois. Genre, c'est un immeuble de gens normaux, c'est pas un bar. Et du coup, il y a une espèce de micro-stress qui commence à arriver de merde, il m'a donné une mauvaise adresse, ça se trouve, il m'attend ailleurs, en plus, il n'est pas là, etc. Bref, tu as le stress qui monte. Et en fait, il arrive au bout de 3 4 minutes et il me dit, tu pensais quand même pas que j'allais te donner la vraie adresse. Et j'ai trouvé ça génial, tu vois. On parlait encore de trucs qui coûtaient rien,
mais ça peut juste être ça. Juste de dire à ton client, bah, finalement, tu vois, il y a un truc qui... Enfin, moi, je l'ai déjà fait avec des clientes, de les confier à des confrères pour qu'ils fassent des séances qui sortaient un peu du cadre, et elles allument leur Zoom. Moi, j'ai passé mon mot de passe à la personne, elles ouvrent le Zoom et boum, c'est un mec. Tu vois, genre, putain, mais elle est où Hélène? Genre, c'est Euh, quoi l'histoire? euh, Donc, même sur Zoom, tu peux faire ce genre de truc. Là, je vous donne un max de tips. Franchement, là, c'est open bar. Mais, mais Oui, déjà, puis on juste... est là dans des fonctions très différentes. Enfin, il y a des niveaux très différents. Moi, c'est vrai qu'il y a il y a quelques temps de ça, quand au tout début que j'ai construit mon business, c'est parce que ben voilà, il y a eu le Covid et puis du coup, on a fait du online et je crois que je m'enterre aussi dans le online de ce que je connais. À la base, je m'étais dit, ah, mais ce serait trop bien, j'embarque la nana, on va au spa pendant 1 heure, on va se faire un bain carbo-gazeux, on prend en duo et on se fait un coaching dans le bain carbo-gazeux, quoi. Et ça peut Trop être bien. ça. Ça peut être Bien ça sûr. aussi. C'est comme tu dis, en fait, il y a cette notion d'expérience. Alors, on peut être dans l'ultra classique et alors on va vraiment être dans le qualitatif qui va faire qu'on va nous référencer. Et puis, il y a vraiment cette notion d'expérience qui ne minimise pas la qualité, qui va faire cet effet qui est vraiment ta spécialité. C'est vraiment cet effet waouh. Carrément, carrément. Et encore une fois, il suffit de rien, il suffit juste de créer de l'inattendu. Et au final, ça fonctionne. Et a fortiori, s'il y a en plus du sensoriel, tu vois, tu parlais de bain, ça peut être ça. Moi, j'ai eu ce sentiment en plus un peu de peur, tu vois, d'anxiété qui a duré juste assez de temps pour que ça reste excitant et que je me pose pas trop la question de waouh, qu'est-ce qui se passe, etc. Machin. Mais au final, ouais, il y a juste des petits leviers à bouger pour que déjà juste la personne se dise j'ai vécu un truc que j'aurais jamais pensé vivre avec telle praticienne ou tel thérapeute. Je sais pas si tu avais lu le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie, comment tu te rends compte que tu n'en as qu'une, avec le Bien sûr. routinologue. Là, je me suis dit, mais putain, en fait, moi, c'est ça que je veux. À l'époque, je voulais pas être coach. Quand j'étais nutritionniste. Non, j'étais plus nutritionniste, j'étais web entrepreneur à l'époque. Et je me suis dit, mais attends, mais ce serait trop kiffant de faire ça. Aller dire, allez hop, on va en montgolfière, tu vas déchirer tes petits papiers, tu vas les envoyer en mode, je me sépare de tout ça. Je me suis dit, c'est trop le kiff. C'est ça, c'est un peu mon job. Ouais, ouais, clairement, il y a beaucoup de points communs avec ce livre-là. Ça m'a énormément inspiré aussi, donc ouais, je suis complètement en phase avec toi. J'avais surkiffé. Si tu as un dernier conseil à partager à quelqu'un qui veut se lancer et pour plein de raisons, qui stagne, qui n'ose pas ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, la première chose, c'est qu'on est tous en CDD sur cette planète et que personne ne sait quand le chrono s'arrête. Juste petit rappel qui Là, peut il y a paraître, la Hélène pragmatique qui ramène. Ah, c'est un fait. c'est un fait. Tu peux traverser la route demain et ça s'arrête. Ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 10 ans. Malheureusement, avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de monde qui ne pensaient pas perdre aussi vite. Moi, j'ai ma meilleure amie, pareil, là, qui vient de m'annoncer que sa mère avait un cancer en phase terminale. Et tu dis, à 70 ans, c'est jeune en 2022 de partir, tu vois. Donc, tu es juste entouré tout le temps de personnes qui partent. Et moi, je sais qu'à chaque fois, je les prends comme des piqûres de rappel de ok, est-ce que tu kiffes passer dans ta vie en ce moment? Et vraiment, je suis shootée à ce truc-là depuis que mon grand-père est parti. C'est pour ça que je le vois un peu partout. Mais du jour où il est parti, je me suis fait la promesse, en gros, de juste créer une vie qui, si demain devait tout s'arrêter, en tout cas, ne générerait aucun regret de mon côté. Et du coup, je sais vraiment que si je pars demain, je n'ai pas dit que je voulais partir demain, mais si je pars demain, j'ai pas de regrets sur une bucket list de trucs où je dis, ah ouais, non, les Fidji, je voulais le faire, la plongée sous-marine, je sais pas quoi. Non, je m'en bats les couilles. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et maintenant, tout ce qui m'arrive, c'est du bonus et c'est du kiff, tu vois. Et je vis en fonction de mes valeurs et c'est très bien comme ça. Donc, déjà, juste demande-toi à quel point tu aurais des regrets si tout devait s'arrêter demain. Et s'il y a des regrets qui arrivent, déjà, je pense que c'est une bonne motivation, tu vois, de se dire juste, putain, je ne l'ai pas tenté, merde, j'aurais dû quand même essayer, au moins mettre un pied devant l'autre et au moins passer un call à l'URSSAF, tu vois, enfin, je sais pas l'équivalent en Belgique, mais juste au moins essayer de voir comment on crée un statut, tu vois, d'entreprise ou juste faire une interview avec un entrepreneur pour qu'il me dise juste son feedback et qu'il me dise qu'est-ce que je vois pas et qu'il me donne des feedbacks, tu vois, là-dessus. Donc, déjà, juste le micro truc là-dessus. Le deuxième truc, c'est une phrase de... Ah, ça fait hyper putaclic, hein, mais bon, je la dis quand même. Alors, j'ai rien compris de ce que tu viens de dire comme mot. Toi, parfois, tu lâches des mots, on dirait au québécois, on n'a pas le même langage. Je me dis, ah, pas C'est loin, du hein, c'est à parisien, Paris. c'est du parisien. Non, ouais, non, putaclic, tu sais, c'est les trucs qui génèrent des clics. C'est les phrases qui marchent comme ça. Et c'est dans l'alchimiste. Et en fait, dans l'alchimiste, tu te dis qui es-tu pour priver le monde de ta lumière? Et je pense que si on est sur cette planète, c'est qu'on a quand même deux, trois trucs à faire. Et si on peut avoir, entre guillemets, un impact positif selon notre système de valeurs, ce serait quand même beaucoup trop con de ne pas tester au moins une fois, tu vois. Donc, s'il y a vraiment un truc qui te plaît,
c'est toujours la technique des petits pas, c'est de te dire bah, quelle est la micro-action que tu peux mettre en place dès demain juste pour avoir un feedback et voir si ça te correspond ou pas. Donc, ça peut être un call, ça peut être juste mettre une story où tu dis juste quelqu'un connaît quelqu'un qui fait X, Y, Z, tu vois, et tu regardes les gens qui répondent. Ça peut être un statut sur Facebook, ça peut être un WhatsApp à un ancien prof, à un ancien collègue, à ton frère qui a un réseau plus grand que le tien. Peu importe, tu vois, mais tu sais, il y a la règle des 6 degrés de séparation où on dit qu'avec 6 personnes, tu peux toucher n'importe qui sur Terre. En gros, entre toi et Obama, il y a 6 personnes. Bah, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est arrivé à 2,5. Et j'ai fait le test avec 2,5, j'arrive à Obama. Tu vois, ça marche le truc. Non, mais sans déconner. J'ai même essayé de le contacter pour lui faire une expérience client sur Netflix pour sa série. J'ai pas testé, me challenge pas trop, je vais y aller. Mais ça veut dire que c'est ouf. C'est-à-dire qu'avec 2 personnes et demie, bon, il y a quand même un mort dans l'histoire. Ça veut dire que c'est quand même la mauvaise nouvelle de l'histoire. Mais avec d'entre 2 et 3 personnes, en tout cas, tu arrives à avoir accès à n'importe quelle personne sur Terre. Et j'aime beaucoup ce truc que m'avait dit une fois un prof, m'avait dit, tu sais que c'est beaucoup plus dur d'être chef de projet que d'être président. Et du coup, tout le monde lui avait demandé bah, pourquoi. Il dit bah, parce que en fait, chaque jour, tu as en gros 500 candidatures spontanées pour un chef de projet. Tu n'en as pas 500 pour être président, tu vois. Donc, finalement, tu te rends compte que c'est des gens, plus ils sont hauts, moins souvent ils sont abordés, moins on va leur écrire de messages. Et du coup, il y a des fois des personnes qui te paraissent complètement inabordables parce que trop hautes dans le game, tu vois, même un Tony Robbins ou peu importe, tu vois, quel genre de modèle peuvent avoir tes clientes, mais ils se disent, waouh, mais c'est quelqu'un, il est inatteignable, il est intouchable. Mais en fait, justement, vu que tout le monde se dit ça, il n'y a personne qui le contacte. Et donc, finalement, toi, le jour où tu arrives avec toute ta bonne humeur, ta bienveillance et tes good vibes, bah, bizarrement, ton message, il sort du lot parce qu'ils se disent, franchement, je sais pas qui c'est cette personne, mais j'ai envie de l'aider, quoi. Et tu dis, putain, Bidule, il m'a répondu, etc. Machin. Bah ouais, moi, si je reçois des messages intelligents, j'y réponds. Si je reçois des messages complètement cons, j'y réponds pas. Mais si je reçois des trucs qui sont smart, où je vois que les gens ont vraiment envie d'avoir mon feedback sur leur business, etc., bien sûr, a fortiori, si c'est des nanas, j'ai envie de les aider, c'est normal. J'ai été à leur place. Donc, c'est juste une chaîne de valeur. Clairement, et je le vois aussi, une chose aussi quand tu veux contacter quelqu'un qui est connu, c'est de peut-être pas spécialement aller sur les personnes qui sont en phase montante, parce que là, elles sont ultra sollicitées, c'est d'avoir des personnes qui ont atteint déjà un niveau de réussite et qui sont en phase de croisière. Là, ils sont beaucoup plus disponibles. Et à côté de ça, ben, je vois que j'ai contacté Raphaël Giordano, elle m'a répondu en privé, elle m'a dit, je ne saurais pas pour le moment, mais de nouveau, c'est un non, pas pour le moment. Donc ça, c'est un Exactement. oui qui n'a pas encore été dit. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Un non, c'est juste un futur oui. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Et c'est juste ça. C'est juste, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Et c'est OK, mais Clairement. au moins, elle t'a répondu, tu vois. Et c'est top. Donc, ouais, oser. Moi, c'est toujours, mais de toute façon, moi, je suis une droguée du passage à l'action. Donc, juste oser faire des micro-trucs qui vous font pas trop flipper. Non, mais c'est comme un bordélique quand tu essayes de le coacher sur le rangement. Tu vas pas lui demander de ranger son appart tous les jours. Déjà, juste si tu fermes le placard de ta chambre tous les soirs, déjà, c'est une mini victoire. Donc, c'est quoi la mini action qui te demande zéro énergie, mais qui déjà te fait faire un pas de plus vers ce projet, tu vois. Mhm. Et je vois trop de gens, bah même, tu vois, je pense au séminaire où on était ensemble, j'ai entendu plein de super idées de gens qui me disent, moi, je veux créer une fondation, je veux nani, nanana. Je dis, ok, pourquoi tu me dis dans 10 ans, je veux créer une fondation? Parce qu'en fait, ça risque de te prendre 10 ans de créer cette fondation, donc pourquoi tu commences pas aujourd'hui, tu vois? Parce que si tu dis dans 10 ans, je veux créer la fondation, c'est pas tu commences dans 10 ans, c'est tu commences maintenant pour que dans 10 ans, elle soit là. Et donc, du coup, ils te disent, oui, mais bon, je sais pas trop. Bon, bref, tu vois, le cerveau qui bug, rupture synaptique, il n'y a plus personne. Euh, mais l'idée, c'est juste, bah, déjà, contacte un mec qui l'a déjà fait. Tu vois, genre, juste déjà, cale un call cette semaine avec quelqu'un qui bosse dans une fondation. Peut-être pas le fondateur, mais au moins quelqu'un qui bosse. Déjà, il va t'expliquer le business model. Déjà, tu vas comprendre où tu mets les pieds. Déjà, ça va au moins t'apprendre comment ça fonctionne le bordel. Après, deuxième étape, bah, essaye de contacter son boss à ce mec-là. Et puis après, tu essaies de contacter ben, une fondation sur un autre sujet pour que tu affines le truc. Et petit à petit, c'est comme ça que dans 10 ans, elle va créer ta fondation. Sinon, Et, tu vends juste des belles paroles pour rien, en et fait. puis en plus, on revient du coup sur ce qu'on disait tout au début avec, ben voilà, t'as été en Andalousie, tu t'es rendu compte que c'était pas là où tu voulais vivre. C'est que tant que t'as pas expérimenté, tu peux pas savoir si ça te convient. Ça reste très mental, ça reste de l'ordre peut-être même du rêve ou du fantasme. Ce sera l'avenir qui dira si c'était un fantasme ou un rêve. Exactement. Donc c'est super important ce que tu expliques là. Moi, j'ai dû être chef de produit pour me rendre compte que j'étais plus chef de produit. Hein. Et putain, je les ai fait chier pour être chef de produit. Hein. Les 5 années d'école de commerce, les 7 années dans le luxe. Putain, mais j'ai dû y être pour qu'au bout de 3 jours, véridique, au bout de 3 jours en CDI, je regarde autour de moi et je me dis, waouh, ça va être long. Hein. Purée. Oh, j'avais pas prévu que ça allait être comme ça. Hein. Oh là là. Bon, il va falloir se casser. Hein. Mais rapide, hein. Je vous préviens. Ouais, et du coup, t'as mis les ressources nécessaires en marche pour pouvoir savoir que quelques mois après, tu pouvais quitter.
Exactement, exactement. Et à chaque fois que je me fais chier dans mon business, moi je switch de toute façon. Je me fatigue un peu à ce niveau-là, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, parce que dès que je mets plus de paillettes dans mes trucs, bon, bah, je me dis, ouais, on commence à être un peu en zone de confort là, il va falloir sortir, hein. Sinon, tu sais quel, je vais avoir les capitons du canapé qui vont être sur les cuisses, tu vois. Avec ton plaid devant Netflix, C'est ça. Et mes petites commandes Deliveroo, vu qu'ils sont pas foutus de me faire vivre des expériences de ouf en magasin. ça c'est clair. En tout cas, un tout grand merci Hélène pour tous ces partages. C'était riche, intense, et puis j'adore cette énergie super. T'as cette énergie d'action et en même temps, tu te prends pas au sérieux, t'as beaucoup d'humour et je trouve que ça met beaucoup de légèreté aussi. Donc merci pour ce moment, merci pour ces partages. N'hésitez pas à... Je vais mettre les liens pour pouvoir te retrouver. Tu me les enverras, comme ça je les mettrai en lien de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à aller voir du coup d'autres intervenants qui vont partager aussi leur parcours et puis des petits tips pour pouvoir lancer votre projet. Je vous souhaite de passer une excellente journée et encore merci Hélène. Merci France, merci à toi. Ciao.